Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité politique de premier plan sur le continent africain. Il a présidé aux destinées de son pays de 87 à 93, puis de 96 à 2003. Aujourd'hui, il représente l'Union africaine au sein du Sahel et au Mali. Lui, c'est Pierre Buyoya, ancien président du Burundi. Monsieur Buyoya, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Plusieurs foyers de tension sur le continent, on parle du terrorisme, on parle de violence ethnique, on parle de crise politique. Mais comment est-ce que vous vivez tout cela sur votre continent? Oui, c'est vrai. La situation sur le continent est assez inquiétante, mais je pourrais dire que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que nous vivons des crises. Alors, ces crises sont de plusieurs natures, vous l'avez dit vous-même. Il y a des crises liées à la propagation du terrorisme, comme au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, dans la région du bassin du lac Tchad. Il y a des crises liées aux problèmes de stabilité interne dans des pays comme la Centrafrique, comme le Soudan du Sud. Mais il y a aussi des crises liées à ce que je pourrais appeler les transitions politiques. C'est ce que nous voyons au Soudan, c'est ce que nous voyons d'une certaine mesure en Algérie, dans d'autres pays où probablement ce n'est pas encore des crises ouvertes, mais ce sont des situations qui peuvent conduire à la violence. Donc c'est cette situation que nous vivons, mais je pense aussi que le continent a développé une façon de faire face à ces crises et nous faisons de notre mieux pour contribuer à ramener la paix. Donc vous dites que le continent a développé un certain nombre de méthodes pour pouvoir apporter la paix, mais on va revisiter ces méthodes-là tout à l'heure. Mais avant, il va falloir qu'on comprenne l'origine de ces crises-là. Parce que des analystes pointent un doigt accusateur sur les dirigeants en disant que ce sont eux qui commettent des erreurs de gouvernance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Bon, il y a des situations qui sont certainement liées aux insuffisances en matière de gouvernance. Mais il faut, je crois, pour comprendre et analyser chaque crise en particulier. Prenons le cas du Mali, par exemple. On ne peut pas généraliser. Alors, le cas du Mali, par exemple, je n'exclus pas qu'il y ait eu des problèmes de gouvernance, mais il ne faut pas oublier que le déclenchement de la crise là-bas, c'est l'attaque d'une rébellion qui venait de Libye, qui, à la faveur de la crise libyenne, a pensé qu'il pouvait bousculer le système là-bas et établir un État, l'État de l'Azawad au nord du Mali. Donc, voilà. Donc la situation libyenne peut avoir expliqué le cas du Mali. Le cas du Burkina Faso, par contre. Alors, la crise au Burkina Faso, oui, c'est la continuation de la crise au Mali, du Mali. Nous avons vu le terrorisme d'abord s'installer au nord Mali, progressivement atteindre le centre du Mali, ça fait depuis 4 et 5 ans, et progressivement aussi dépasser les frontières, déstabiliser le nord du Burkina Faso, déstabiliser l'ouest du Niger. Donc vous voyez que ce phénomène, cette crise a quand même une dimension extérieure réelle. Peut-être que quelque part, le fait qu'on n'a pas pu maîtriser cette crise dans le temps qu'il fallait, c'est peut-être là, alors il faut aller voir les problèmes de gouvernance. Mais bien entendu, on peut estimer que c'est l'effet de la non-maîtrise de la crise au Mali qui a entraîné la crise au Burkina Faso. Mais au-delà, est-ce que les autorités ont pris des mesures idoines pour pouvoir empêcher le phénomène de contamination pour que la crise qui a commencé au Mali ne vienne pas au Burkina Faso, par exemple, et au Niger? Est-ce qu'on a pris des mesures en amont
Parce que autant le Mali peut avoir été surpris, mais le Burkina Faso et le Niger ne peuvent pas être surpris. Bon, vous savez, avec ce genre de guerre, ce qu'on appelle la guerre asymétrique, oui. Il est facile d'être surpris. Oui. Parce que autant j'ai dit que la crise est venue au départ de l'extérieur, mais si vous voyez maintenant les agents qui sont impliqués dans cette crise, au centre du Mali, au nord du Burkina Faso, même au Niger, un certain nombre d'agents, ce sont les agents locaux qui ont compris que peut-être ils pouvaient utiliser le terrorisme pour faire avancer les revendications propres liées à leur situation propre. Et c'est ce que j'appelle l'indigénisation du terrorisme, du djihadisme, comme on dit. Aujourd'hui, si vous allez voir, bon, quand moi j'ai commencé à travailler au Mali, on appelait terroristes, les terroristes, c'est ce qu'on appelait les peaux rouges, qui étaient essentiellement les étrangers alliés à quelques Touaregs, tribus Touaregs et arabes. Et c'est aujourd'hui erroné, non? Aujourd'hui, qui est terroriste au Mali, au centre du Mali? Ce sont les populations indigènes du centre du Mali. C'est une situation qui a évolué ou bien c'est une situation qui a évolué. Je pense que les gens ont compris progressivement, les Amadou, Koufa et autres, qu'ils pouvaient utiliser les théories, l'idéologie djihadiste à mobiliser les populations locales en exploitant les conflits locaux. Alors, dans ce cas, être surpris, c'est assez facile. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas terminé. Il faut faire attention. Ça pourrait aller même au-delà de ces pays dont nous parlons. Mais justement, pour que ça n'aille pas au-delà, étudions un peu les réactions des dirigeants par rapport à ces attaques. Dans la plupart des cas, la réaction était d'abord militaire. Ensuite, on a cherché à négocier avec ceux qui avaient pris les armes. Et dans d'autres cas, on a signé même des accords. Est-ce que, selon vous, cette approche de règlement était adaptée? Bon, si vous voyez les pays dans lesquels il y a eu le terrorisme, où le terrorisme a essayé de s'implanter. Parce que la cible du terrorisme, au départ, ce n'était pas l'Afrique, ce n'était pas le Sahel, c'était d'abord l'Occident. Et puis un certain nombre de pays du Moyen-Orient. Partout où il y a eu le terrorisme, ça n'a pas été. La première réponse a été, bien sûr, militaire. Oui. Et militaire, et puis tout ce qui va avec, judiciaire, les renseignements. Et petit à petit, on a compris qu'il fallait aussi enlever aux terroristes un certain nombre de prétextes, un certain nombre de revendications en rapport avec la gouvernance, en rapport avec les insuffisances en matière de développement. Je vois que dans le Sahel, depuis un certain nombre de temps, on a compris que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement du sécuritaire ou du militaire. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Donc, les réponses militaires ont montré leurs limites, mais dans l'approche qui consiste à prendre langue avec les terroristes ou les hommes armés, histoire de dialoguer avec eux, et ça a créé un certain nombre de problèmes sur le continent parce qu'il y a eu deux approches. Il y a certains qui estiment qu'on ne peut pas négocier, on ne doit pas négocier avec des gens qui ont pris des armes. Et par conséquent, il faut les combattre. Mais d'autres ont dit, non, il vaut mieux négocier. Et où est-ce que vous vous situez par rapport à cela? Il fallait négocier ou il ne fallait pas négocier? Je crois que moi, je suis le représentant de l'Union africaine. Oui. Et à ce sujet,
l'approche de l'Union africaine est très claire. L'Union africaine prône le dialogue partout où cela est possible, y compris avec ceux-là qu'on appelle terroristes. Et dans certains pays, par exemple, sur le continent, le premier pays qui a confronté le terrorisme, c'est l'Algérie. Et là, ça s'est terminé par la négociation, par l'amnistie, par un certain nombre de mesures politiques. Donc pour nous, ce n'est pas une hérésie de parler avec ceux-là qu'on appelle les terroristes. Mais il faut savoir que pour négocier, il faut être deux ou plusieurs. Oui. Ça veut dire qu'il ne suffit pas qu'un gouvernement, par exemple, veuille négocier pour que la négociation soit. Oui. Il faut que l'autre côté soit prêt à négocier. Il faut que l'autre côté puisse formuler des revendications autour desquelles on peut négocier, on peut trouver des compromis. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais prenons deux cas, le cas du Mali, le cas de la Centrafrique, le cas de l'Algérie et de la Centrafrique, j'allais dire surtout. Dans ces cas, on a négocié. En Centrafrique, la dernière fois, il y a eu des accords de Khartoum, on a négocié, il y a eu l'entrée au gouvernement des représentants des groupes et des hommes armés. Est-ce que vous pensez que 10 mois après, cette approche porte ses fruits? Alors, distinguons les choses. Oui. La guerre qui a eu lieu en Centrafrique, ce n'est pas du terrorisme à proprement parler. Ça, c'est une guerre interne où il y a des factions, une fraction de la population qui se rebelle contre l'autorité centrale. De toute façon, et, dans l'un ou l'autre cas, et là, on négocie, ils avancent les revendications, il y a des accords et tout ça. Oui. Je pense que si vous regardez l'histoire des conflits sur le continent, la plupart de ces conflits se sont réglés par la négociation. Il y a des accords qui ont tenu, qui ont été appliqués. Donc je ne doute pas que, moyennant quelques ajustements, que l'accord en Centrafrique aussi puisse apporter la paix. On va continuer de suivre l'évolution de cette situation et comprendre, mais d'autres foyers de tension sur le continent sont dus à des crises, ce qu'on appelle les crises de constitution. Et on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Est-ce que les populations ont raison de vouloir s'attaquer à leur constitution pour que n'importe quel dirigeant ne cherche à le modifier? Est-ce que cette crise de confiance entre les populations et les dirigeants est une crise fondée, entre autres questions que nous allons aborder dans la suite de cette émission? Chers téléspectateurs, partez surtout pas, on marque une pause, on retrouve dans quelques instants.